On se retrouve comme promis pour le point sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais avant tout je tiens à rappeler que je ne suis ni historienne ni experte en géopolitique, je suis simplement très intéressée par ces sujets d'actualité et toutes les explications que je vais vous apporter sont tirées d'un travail de recherche minutieux et le plus approfondi possible. Pour comprendre ce conflit, je vais donc vous le présenter dans un ordre chronologique. Il faut alors se replonger au moins 100 ans en arrière, l'Ukraine appartient alors à la Russie et le bloc soviétique devient l'URSS. C'est alors que commence la guerre froide opposant les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, donc le bloc de l'Ouest avec des idées libéralistes dirigées par les États-Unis, face au bloc de l'Est qui est communiste et dirigé par l'URSS. À la fin de cette guerre, en 1991, l'Ukraine devient, par la chute de l'URSS, indépendante, et ce pour la première fois depuis plus d'un siècle. Cependant, l'influence russe reste très importante dans ce pays, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Ça se remarque notamment par l'architecture à Kiev, capitale de l'Ukraine, Cette influence se comprend car Kiev est le berceau de la Russe de Kiev, qui existait il y a près de 1000 ans, et c'est l'équivalent pour la Russie du peuple gaulois pour la France. Mais revenons-en aux faits plus actuels, l'Ukraine était également très importante pour l'URSS par ses ressources agricoles, son accès à la mer dite chaude, c'est-à-dire qui ne gèle pas l'hiver, et surtout ce pays faisait tampon entre l'Ouest et l'Est. De plus, depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991, il reste une partie russophone du pays qui est pro-russe. En outre, dans les années 2000, l'Ukraine commence à se rapprocher de l'OTAN, l'organisation militaire créée en 1949 pour faire face au bloc soviétique. Puis en 2014, la Russie annexe une péninsule au sud de l'Ukraine appelée la Crimée, qui leur offre notamment un accès à la mer Noire, dite chaude, dont je vous parlais précédemment. Suite à cela, 2 provinces ukrainiennes s'autoproclament République populaire, et la Russie est accusée par l'Ukraine de leur avoir fourni des armes pour le conflit armé qui s'ensuivit. La Russie, contrairement au reste du monde, a reconnu l'indépendance des régions de Donetsk et de Lugansk, les deux provinces ayant autoproclamé leur indépendance. Mais nous reviendrons sur ce point le moment venu. Ce conflit est appelé la guerre du Donbass et il aura fait 13 000 décès. Les accords de Minsk, qui ont été signés en 2015 par les dirigeants allemands, français, ukrainiens et russes, avaient pour but d'éviter une guerre totale et, selon les dires de l'époque, ne garantissaient pas une paix durable. Prévoyaient également un cessez-le-feu et auront d'ailleurs apaisé les combats dans le Donbass, sans pour autant les stopper totalement. Puis fin 2021, les choses s'enveniment, alors que l'Ukraine se rapprochait encore et toujours de l'OTAN et ayant explicitement demandé à entrer dans l'Europe, je précise qu'aucune demande a été honorée, principalement pour éviter d'envenimer la situation avec la Russie. Vladimir Poutine voit alors ces rapprochements d'un très mauvais œil et a probablement profité d'une fenêtre de tir favorable. En effet, les signataires de l'accord de Minsk étaient occupés à d'autres affaires et surveillaient un peu moins Moscou. L'Allemagne était prise par la mise en place de son nouveau gouvernement, la France était en pleine période électorale et les États-Unis, principaux membres de l'OTAN, étaient quant à eux occupés suite à la fin complexe de leur intervention en Afghanistan. Des troupes russes se sont alors amassées à la frontière ukrainienne et le 21 février, Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des provinces de Donetsk et de Lugansk, dont je vous parlais précédemment. L'OTAN accuse alors la Russie de ne pas respecter les accords de Minsk. De plus, l'OTAN alarmait depuis quelque temps sur la présence de militaires russes à la frontière ukrainienne, en particulier près de la région problématique du Donbass. Autre fait en opposition avec le cessez-le-feu des accords de Minsk. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour la Russie et le 24 février, la capitale de l'Ukraine, Kiev, est bombardée. La suite, vous la connaissez, la centrale nucléaire de Tchernobyl a été prise par la Russie, qui a continué les bombardements et les affrontements. Une nouvelle centrale nucléaire a été prise et un cessez-le-feu a été demandé ce week-end pour mettre en place une évacuation des civils dans la ville de Marioupol, au sud-est du pays, qui est assiégée et bombardée par la Russie. Ce cessez-le-feu a été accepté, mais l'évacuation des civils est actuellement interrompue, car les bombardements continuent. La Russie prévoit d'étendre ses bombardements et a visiblement décidé de reprendre le contrôle de ce pays, qui, selon ses dires, appartient à la Russie. Et également, selon toujours les dires de Vladimir Poutine, le peuple russe et ukrainien ne formeraient en vérité qu'un seul peuple. Emmanuel Macron s'est de nouveau entretenu 1h45 avec le président russe, qui s'est dit déterminé à atteindre son objectif d'envahir l'Ukraine par la négociation ou par la guerre. Il a cependant démenti l'intention d'attaquer les centrales nucléaires ukrainiennes. Jeanne, bonjour. Bonjour Maëlys. Est-ce que tu as des questions au sujet du conflit ? Eh oui, j'ai certaines questions. Donc à l'heure d'aujourd'hui, combien de personnes ont fui l'Ukraine ? Alors actuellement, c'est plus d'1,5 million de réfugiés qui ont fui l'Ukraine en 10 jours, et la Pologne à elle seule a accueilli 920 000 personnes qui ont fui ce conflit. Et quel est le bilan humain donc ? Alors au moins 351 civils ukrainiens dont 22 enfants ont été tués, plus de 707 blessés sont à déplorer et plus de 9000 soldats russes sont décédés. Ces chiffres sont naturellement très imprécis et sous-estimés et ils évoluent à chaque minute.
Et ce conflit pourrait-il devenir une guerre totale ? Alors une guerre totale ou une guerre mondiale est envisageable, ce serait utopiste d'écarter cette hypothèse et durant son allocution de ce mercredi 4 mars, Emmanuel Macron a souligné que la guerre d'Europe n'était plus que dans nos livres d'histoire et que nous vivions actuellement un changement d'époque. Il a également rappelé que l'Europe allait devoir accepter de payer le prix de sa liberté et de sa démocratie en faisant preuve d'une unité remarquable, mais pour l'instant nous tentons toujours de régler la situation par la diplomatie. Et donc cela pourrait en arriver à une guerre nucléaire ? Alors notre ministre des Armées a rappelé que l'arme nucléaire était une arme de dissuasion. Et même si la Russie ne se montre toujours pas inquiète des sanctions économiques qui sont prises par l'OTAN, il ne gagnerait rien à utiliser l'arme nucléaire et nous non plus. Effectivement. Et les conséquences en Europe, quelles sont-elles ? Alors en Europe, on peut déjà constater des conséquences assez importantes, notamment le prix du carburant. On est à près de 2 € le litre de gasoil en ce moment. Et le prix du gaz risque également d'augmenter très fortement puisque la Russie est notre principal fournisseur de gaz. As-tu d'autres questions, Jeanne ? Non, ça ira, merci beaucoup. Alors j'espère qu'avec tout ça, ce conflit historique est plus limpide pour vous et je vous invite vraiment à vous renseigner un maximum via des sources fiables. Je pense notamment à Hugo Décrypte sur YouTube et Insta ou au site du Figaro qui explique également très bien la situation. Car une chose est sûre, l'histoire change sous nos yeux et nous ne pouvons pas rester passifs. C'est dans ce genre de situation que la culture et l'information sauvent. Avant de retrouver le père Nicolas Hainaut pour son témoignage en tant que membre de l'association humanitaire Caridad, on fait une courte pause musicale. Tout de suite, c'est Nothing Breaks Like a Heart sur Radio SV. Il est 12h54. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. Je suis donc avec notre invité. Bonjour père Nicolas Hainaut. Bonjour Maëlys Payan. Vous êtes prêtre pour la paroisse Saint-Convoyant à Redon et vous venez nous parler de la situation humanitaire en Ukraine et nous présenter l'association Caridad dont vous êtes accompagnateur spirituel depuis 3 ans. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter l'association ? Oui, c'est une association donc humanitaire, comme vous l'avez fait remarquer, une association catholique aussi, c'est-à-dire que nous fondons toutes nos actions avant tout sur cette foi qui est la nôtre, la foi en Jésus-Christ, et puis sur le fait que le mot catholique signifie aussi universel. Donc notre idée, c'est bien d'avoir une vision qui est une vision universelle. Et c'est pour ça que l'association est présente sur plusieurs continents. Il y a différentes situations, que ce soit de l'aide humanitaire, mais il y a également de l'aide à des communautés religieuses, de l'aide au patrimoine également. Et quelles sont les actions concrètes de l'association, notamment sur le terrain ? Alors concrètement, je ne vais pas pouvoir vous présenter l'ensemble des projets, mais si on fait un petit tour d'horizon, je vous propose de regarder par exemple en Amérique du Sud. Nous sommes présents au Pérou, où nous aidons un prêtre missionnaire dans la cordillère des Andes qui va visiter les villages qui sont isolés, les personnes qui sont seules. Nous sommes aussi présents en Afrique, dans plusieurs pays, mais parlons peut-être simplement du Burkina Faso, où nous aidons des religieuses qui accueillent les femmes qui fuient le mariage forcé. C'est une réalité que l'on penserait peut-être finalement ne plus exister à notre époque, et pourtant il y a des pays dans lesquels c'est encore très important. Donc là-bas, nous soutenons effectivement ces femmes qui décident de retrouver la liberté, qui décident de prendre leur vie en main. On leur offre ce petit oasis auprès d'une communauté religieuse pour pouvoir se reconstruire et envisager l'avenir. On est présent aussi en Inde, où on aide une léproserie, puisque c'est l'une des pauvretés du pays. Et bien sûr, nous sommes présents en Europe de l'Est, l'Ukraine, bien sûr. Nous avons été présents en Roumanie, nous sommes présents en Géorgie, nous avons été présents aussi en Arménie, nous sommes présents au Liban. Bref, vous voyez, il y a dans le pourtour méditerranéen, mais pas seulement, aussi en Amérique du Sud, en Afrique, des œuvres de Caridad, et c'est bien là l'universalité qui s'exprime à travers la charité. C'est super. Et du coup, comment pouvons-nous aider l'association ? Alors concrètement, comme disait Cicéron, déjà à l'époque, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc les dons financiers sont bien sûr très importants. Nous avons un site internet, caridad.fr. Vous pouvez aller déjà sur ce site pour regarder quelles sont nos actions. Partager ces actions, c'est déjà aider l'association, puisque c'est faire connaître des situations de crise qui existent à travers le monde. C'est peut-être trouver de nouveaux donateurs aussi. Et puis il y a aussi cette idée qu'à partir du moment où l'on va commencer à visiter ce site, on va s'ouvrir au monde, on va s'ouvrir à de nouvelles situations, et donc on va permettre de faire avancer les idées et le combat de l'association envers la dignité de chaque personne humaine.
Et alors j'aurais aimé savoir quel est votre lien et également celui de l'association avec l'Ukraine en particulier. L'association Caridad est arrivée en Ukraine il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Nous avons contacté l'archevêque catholique de Kiev, monseigneur Vitali Krivitsky, et celui-ci nous a dit qu'il y avait effectivement une pauvreté dans son pays. C'était les orphelins, déjà dû à la situation avec la Russie. Vous avez rappelé tout à l'heure dans votre chronique, Maëlys, la Crimée, la situation qui était déjà complexe dans le Donbass depuis 8 ans. Et donc il y avait des orphelins de guerre. Et ces orphelins de guerre n'avaient pas forcément tout le soutien nécessaire, en tout cas du point de vue financier. Et donc, monseigneur Vitali nous a conduits vers une congrégation de religieuses qui adoptent les enfants pour leur donner un cadre familial. Chaque religieuse adopte à peu près 2 ou 3 enfants, ce qui fait des familles d'environ 12 à 16 enfants à peu près. Et puis, les différentes communautés sont réparties dans le pays, ce qui fait que nous aidons des communautés à Jytomyr. Il est forcément question de Jytomyr dans l'actualité, vous avez entendu parler de cette ville. Nous avons une communauté également à Kiev et une à Khmelnytsky. Et donc quelles étaient vos actions spécifiques sur place et comment interveniez-vous ? Alors il y a une aide, j'ai envie de dire, de fond. Cette aide de fond, c'est d'ailleurs de participer à la vie de la maison sur le plan financier. Parce que bien sûr, il y a toutes les dépenses courantes, il y a les dépenses d'éducation, il y a certains des enfants qui étaient malades, donc il y a aussi tous les frais de santé. Donc voilà, participer à la vie de la maison d'un point de vue financier, mais pas seulement. Parce que le but, bien évidemment, ce n'est pas simplement d'envoyer des fonds, c'est aussi de créer une relation humaine, rencontrer les personnes. Et donc tous les ans, il y a un convoi de Noël qui part, au mois de janvier, parce que vous savez que le Noël orthodoxe se situe plus tard que le Noël catholique. L'Ukraine est un pays à majorité orthodoxe, donc nous partons pour ce Noël orthodoxe et nous rencontrons la communauté de Jytomyr, la communauté de Kiev, la communauté de Khmelnytsky. Et donc nous passons du temps ensemble, nous passons du temps avec les enfants. Bien sûr, il y a une barrière de la langue. Ils parlent ukrainien ou russe d'ailleurs, et nous ne parlons aucune de ces 2 langues. Mais il y a une langue qui est encore plus importante. C'est la langue qui se comprend d'une manière universelle. Cette langue, c'est celle de l'amour. À partir du moment où les enfants nous voient débarquer, c'est-à-dire prendre du temps dans notre quotidien, prendre du temps pour jouer avec eux, prendre du temps pour faire des sorties avec eux, ils savent qu'il y a une langue qui est plus importante, c'est l'affection qu'on leur porte. C'est pas simplement emmener de l'argent, c'est passer du temps avec eux. C'est aussi, puisque ce sont des communautés catholiques, partager cette foi qui est commune entre nous. On célèbre toujours l'Eucharistie ensemble, par exemple. Nous avons des temps de prière ensemble. Et ça, c'est très important dans la situation actuelle. Pourquoi ? Parce que même si aujourd'hui, nous ne sommes pas présents auprès d'eux dans l'orphelinat à cause de la guerre, il y a un lien qui subsiste. Le lien de l'amitié qui a été tissé au cours de ces 3 années, bien sûr, mais aussi le lien de la prière. Et combien de fois avons-nous eu des témoignages des religieuses qui s'occupent des enfants eux-mêmes, qui nous ont dit, lorsque le soir à 18h, nous sommes dans un abri anti-aérien et que nous n'avons plus d'électricité, que nous sommes dans le noir, il ne reste qu'une seule lumière, et cette lumière, c'est la lumière de la foi, parce que nous savons que vous priez pour nous, et nous nous unissons à votre prière. Et donc, j'aimerais savoir quelle est la situation sur place au niveau des orphelinats que vous avez aidés ? Alors, concrètement aujourd'hui, ça évolue de jour en jour, pour ne pas dire d'heure en heure. Mais aujourd'hui, l'orphelinat de Kiev, après avoir été obligé de se réfugier dans le métro, après avoir été obligé d'aller dans les différents abris dans lesquels on leur proposait une place, cet orphelinat aujourd'hui est arrivé en Pologne. Ils ont réussi à fuir, on l'a appris il n'y a pas très longtemps, nous essayons de communiquer toujours, nous avons toujours ce lien avec eux grâce à Internet, donc heureusement qu'Internet n'a pas été coupé. Aujourd'hui, nous savons que cet orphelinat est arrivé en Pologne, il est à Varsovie, et une maison va lui être dédiée pour pouvoir se retrouver un peu à l'abri et se retrouver aussi au calme. L'orphelinat de Jytomyr a fui dès le 3e jour des combats. C'était une journée dramatique. Le matin, je vous raconte rapidement, à 9h, je reçois un message de la sœur qui s'occupe du foyer pour me dire on entend des coups de feu au nord de la ville. À 10h, elle m'envoie son dernier message pour dire nous nous enfermons dans un abri. Et ensuite, il n'y avait plus de nouvelles, plus de connexion à Internet. Et il a fallu attendre 19h le soir pour que la sœur me dise ça y est, on a trouvé refuge un peu plus à l'ouest du pays. Ils sont restés dans ce refuge pendant un certain temps et ils sont arrivés désormais eux aussi à Varsovie. Donc, nous avons aujourd'hui, sur les 3 orphelinats que nous accompagnons, 2 orphelinats qui sont à l'abri en Pologne. Et il y a un 3e orphelinat.
Ce troisième orphelinat, c'est celui de Khmelnytsky. L'orphelinat s'est divisé en deux. Les grands, les majeurs, sont restés à l'orphelinat. Il y a un garçon qui est donc mobilisable, mais qui, pour raison de santé, n'est pas au front, mais qui, en revanche, aide comme infirmier dans un hôpital. Il y a aussi des filles majeures qui aident à l'effort en étant sur place dans leur ville de Khmelnytsky, qui est une ville d'à peu près 200 000 habitants, comme Rennes. Et puis, il y a l'autre partie de l'orphelinat, les plus jeunes, là où il y a des enfants qui ont 9, 10, 11 ans, qui sont descendus avec l'une des sœurs à la frontière de la Slovaquie, à Užhorod. Et dans cette ville, ils sont accueillis et pour l'instant, ils sont à l'abri. Voilà la situation aujourd'hui, en ce lundi, de nos 3 orphelinats. Et donc, comment peut-on leur venir en aide et de quoi ont-ils besoin en ce moment? Alors, en ce moment, l'aide numéro 1, on en a parlé, c'est la question de la prière. Et d'ailleurs, je salue l'initiative dont on m'a parlé ici au lycée Saint-Vincent. Je crois que tous les mardis, il y a un chapelet qui est récité pour la paix en Ukraine. J'imagine que c'est à la chapelle. Je ne sais pas où c'est, mais je sais qu'il y en a un tous les midis. Effectivement, c'est à la chapelle. Donc je vous remercie déjà pour cette initiative que je soutiens bien évidemment. Donc cette aide de la prière, bien sûr. Ensuite, concrètement, aujourd'hui, il y a des points de collecte qui sont faits à Redon, puisque notre association est basée à Redon. Nous travaillons avec d'autres associations, nous travaillons avec le Secours catholique, nous travaillons avec la Croix-Rouge, avec Orthopédie sans frontières, bref, il y a plusieurs associations qui travaillent avec nous et nous allons partir mercredi matin en convoi jusqu'à cette frontière entre la Slovaquie et l'Ukraine pour délivrer 2 choses. Première chose, un colis alimentaire pour nos orphelins qui sont donc à Užhorod, comme je vous le disais, parce que, bien évidemment, en temps de guerre, l'approvisionnement est plus difficile et nous avons besoin de nous assurer qu'ils ont des réserves de nourriture. Première chose. Bien sûr, on va y mêler aussi quelques dessins qui ont été faits par des enfants qui ont envie de manifester aux enfants ukrainiens qu'ils pensent à eux. Magnifique. Et puis, l'autre aide qui va être apportée, c'est une aide plus de matériel médical, paramédical, pharmaceutique, qui va arriver dans un hôpital de campagne qui est, lui, à Užhorod, aussi du côté ukrainien de la frontière. Donc on va traverser l'Europe avec notre camion pour emporter toutes ces denrées. Comment est-ce que vous pouvez participer? Si vous êtes à proximité de Redon, bien sûr, vous pouvez aller faire un don vous-même, que ce soit des biens, de l'ordre médical, paramédical, ce genre de choses-là. Si vous avez eu une attelle et que c'est une attelle qui est propre et en bon état de fonctionnement, pourquoi pas. Si vous avez des masques, des gants chirurgicaux, ce genre de choses-là, des compresses stériles. Et puis, en don de nourriture, on nous a beaucoup demandé, par exemple, de la levure pour qu'ils puissent faire du pain eux-mêmes. Ça, on en a besoin, bien sûr. Donc, dans les points de collecte, ou alors, si vous ne pouvez pas vous déplacer, si vous ne pouvez pas faire ce don-là, il y a bien sûr le don financier qui est directement sur le site caridad.fr. Il y a même une déduction possible des impôts, donc c'est extraordinaire ce qu'on vous propose. Et en tant qu'élève de Saint-Vincent en particulier, comment est-ce qu'on peut aider plus précisément en tant qu'élève? Alors, en tant qu'élève, moi j'ai envie de vous dire à nouveau la question de la prière. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Et j'ai même envie de dire, celui qui aujourd'hui, j'ai pas la foi, écoute-moi, si tu dis que t'as pas la foi, c'est pas grave, hein. Mais le truc, c'est que si jamais c'était vrai, dis-toi si jamais c'était vrai, si ta voix était entendue, ça vaut le coup d'essayer. Ça te prend 5 minutes dans ta journée et ça peut fonctionner. Essaye. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de partager sur les réseaux notre page Caridad, puisque en partageant notre page, en partageant cette action en particulier, vous amènerez vous-même d'autres personnes à soutenir l'association et donc des dons qui permettront d'emporter plus de matériel et de faire vivre notamment ces orphelinats que nous accompagnons depuis 3 ans. Et avez-vous un dernier mot à ajouter? Oui, alors, j'ai envie de dire, on a attiré mon attention il n'y a pas très longtemps sur une chose. Je ne sais pas si vous connaissez les apparitions de Pontmain. C'est la guerre entre la France et la Prusse, et puis il y a la Vierge Marie qui apparaît dans le ciel de Pontmain, et elle dit « Mais priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher ». Eh bien, je crois qu'on peut entendre cet appel à nouveau, parce que le lendemain, c'était la paix. Eh bien, merci de nous avoir accordé de votre temps. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci pour votre invitation. Je remercie également Noah à la technique, Jeanne à la co-animation et Maxime pour le stream. N'oubliez pas de soutenir l'association Caridad sur son site internet via des dons notamment. Vous pouvez également retrouver le père Nicolas Hainaut sur son Instagram et aussi l'association Caridad également sur Instagram pour suivre toutes leurs actions.
Nos pensées se tournent vers le peuple ukrainien et le peuple russe et nous remercions toutes les organisations qui les aident à chaque échelle. Merci pour votre humanité et votre investissement. Notre émission continue et on écoute la magnifique chanson Athéna d'Orelsan. C'est tout de suite sur Radio SV, il est 13h11. Radio SV, le meilleur du son. SV Radio, So Vibe R&B. RSV, au plus proche de toi. Comme promis, on retrouve Jeanne pour les actus insolites de ces derniers jours. Alors Jeanne, que s'est-il passé ces derniers jours d'assez insolite ? Alors, pour l'insolite, on en a dans le Morbihan à Pleumouer, une pluie de poissons a été observée. Loin de faire partie d'un scénario de fiction, cet événement météorologique a bien eu lieu à Pleumouer, en Bretagne, le 3 février dernier, bien que ce soit un phénomène rare. Guy, un retraité interviewé par TF1, a retrouvé ce matin-là des dizaines de petits poissons bleus dans son jardin. Le météorologue de LCI, Guillaume Wosnika, confirme l'existence de ce phénomène dont on parle peu, mais qui se produit de temps en temps. Tout serait parti de trombes marines, la formation de tourbillons lors d'une tempête ou d'un orage, explique-t-il. Les poissons, d'abord aspirés par les nuages, retombent ensuite sur Terre avec les pluies. Or, le 3 février, la Bretagne a bien connu des pluies éparses, y compris dans les allées de ce quartier près de la plage du Fort Bloquet où habite le retraité. Ce phénomène rare avait déjà été observé aux États-Unis lors de tornades. Le 30 décembre dernier, une ville de Texas a eu la surprise de voir elle aussi tomber une pluie de poissons dont certains mesuraient jusqu'à 15 cm. Aux États-Unis, des trafiquants mexicains ont tenté de faire passer 600 kg de drogue, de la méthamphétamine en la camouflant en oignons. Ils n'ont désormais plus que leurs yeux pour pleurer, car le semi-remorque rempli du chargement d'oignons, au sein duquel était dissimulée la drogue, a été stoppé à un poste frontière californien, et un chien renifleur a aussitôt donné l'alerte. Parmi les milliers d'oignons bien réels, les douaniers ont découvert près de 1200 petits paquets de poudre aux emballages blancs auxquels les trafiquants avaient donné la forme de bulles pour duper les forces de l'ordre. Une marchandise estimée à près de 3 millions de dollars. En Chine, désormais le dessert incontournable de McDonald's, le sundae habituellement servi avec un nappage caramel ou chocolat, est dorénavant proposé à la coriandre, mais de nombreux internautes ont exprimé leur dégoût face à une telle recette. Ça peut se comprendre, entre nous, c'est un crime. Sinon, si vous cherchez du travail, un testeur de matelas pour la marque de matelas Emma est recherché en France. Ce job est rémunéré 1600 € par mois. Cela est considéré comme un job de rêve, donc ne tardez pas et postulez. Au Royaume-Uni, Hertz, le chien renifleur de l'armée, a été médaillé pour ses exploits contre les talibans. Ce braque allemand, âgé de 10 ans, désormais à la retraite, a été récompensé pour son action en Afghanistan dans la lutte contre les talibans en 2013. Hertz est le premier chien de l'armée britannique formé pour détecter les équipements de télécommunications. Ses talents exceptionnels ont sans aucun doute protégé les troupes, a indiqué l'association de défense des animaux PDCA, qui lui a remis la médaille. SV Radio, et ta journée des ventes d'ambiance. Rehab, I said no, I don't ever wanna drink. Je remercie Noah à la technique et à la réalisation de cette émission, Jeanne à la co-animation et le père Nicolas Hainaut pour m'avoir accordé de son temps. Je remercie également Maxime pour le stream. Demain, n'oubliez pas l'émission spéciale, de Sarah Thomas sur la journée des femmes, puisque nous sommes le 8 mars. Et donc, ce sera la journée des femmes. Elle nous a prévu une playlist exclusivement féminine. Mais pour l'instant, je vous laisse retourner en cours. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et on écoute Marc Lavoine, Elle a les yeux revolver. C'est une dédicace spéciale pour Noah à la technique et également pour ma maman.